quand ta mission elle est ferme, ça donne racine à ta conviction finalement et ça te permet d'avancer et de pas nécessairement accepter l'obstacle comme une finalité, mais vraiment plus d'aller un petit peu plus loin, d'aller peut-être questionner un peu plus la situation. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode solo, de la série En pratique sur Fleury. Aujourd'hui, je voulais vous partager des choses sur la gestion du temps. La gestion du temps, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup habité en tant qu'entrepreneur. J'ai appris, voilà, pas mal de choses sur comment l'organiser pour être capable d'avancer, dans mes projets et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose d'essentiel, que ça soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel pour toute personne qui vit en 2025 ou, qui vit dans une, voilà, dans une réalité où il y a beaucoup de choses à faire, mais où le temps finalement, c'est la chose, la plus rare, qu'on a, peut-être, aussi la plus précieuse. Donc, avant de vous partager un petit peu ce que j'ai appris, ce que je sais sur le temps, sur comment je planifie mon horaire, mes rôles dans la vie, mes semaines, les ressources que vous pouvez utiliser concrètement pour vous aider là-dessus, je veux aussi vous partager un peu de vulnérabilité, voilà, là-dessus pour vous montrer que, bah, comme tout le monde, je suis loin d'être parfait. Et donc, je vais vous faire part d'une entrée que j'ai fait dans mon journal un soir de cette semaine, où est-ce que finalement je trouvais aussi mes limites là-dessus. Donc, c'est parti. Donc, 2 novembre 2025, il est à peu près 22 heures, j'écris dans mon carnet. Donc, point d'amélioration. Des fortes réactions à l'usage de la technologie pour d'autres autour de moi, que d'autres ont autour de moi, qui rendent les moments dispersés. Donc là, ici, je fais référence à ma femme, à mon épouse. Concrètement, ça me donne un sentiment de moment saccadé, qu'on utilise notre téléphone quand, par exemple, on est en train de regarder, un épisode, d'une série, qu'on passe un petit moment pour se détendre le soir, cette espèce d'interruption par la technologie, essayer de cultiver, de ne pas laisser ça arriver, c'est quelque chose qui a été important pour moi, de pas trop me distraire, mais ça a ses limites, donc je pense que ça me renvoie à ma propre sensation d'être dispersé déjà, comme si en plus les autres amenaient, hem, ces interruptions-là, alors que moi je le faisais déjà et que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, donc j'ai pas de réserve et finalement, il faut, réaliser que moi ça me mettait face à comment nos modes de vie me semblent sans repos, voilà un peu restless comme on dit, avec une attention qui semblait sans cesse sollicitée. Cependant, j'écrivais dans mon journal toujours que j'entendais que nous n'avons pas le même mode de vie, Alexandra, donc ma femme et moi, qu'elle a plus d'amis, qu'elle entretient plus de relations et que ces relations la rendent épanouie. Donc en quelque sorte, c'est peut-être plus normal qu'elle, elle prenne notre moment à nous, devant un épisode le soir à 20 heures, après que nos enfants soient couchés pour, que ça soit répondre à sa mère ou faire d'autres choses, qu'elle a à faire, pour entretenir ses liens sociaux, via la technologie. On va revenir avec les liens, que ça a. Dans un instant avec gestion du temps, qu'elle y voit pas une source d'anxiété et que, finalement, la télé chez elle jouait toujours en bruit de fond quand elle était plus jeune et qu'elle était très à l'aise avec ça et que c'était pas quelque chose qui la dérangeait comme moi ça peut me déranger. Que, mon épouse notait aussi qu'on est les seuls dans notre entourage à ne pas finalement avoir les téléphones, au lit quand on va se coucher, quand on est dans notre chambre. Donc, ça, c'est une genre de règle qu'on s'est mis et puis, voilà qu'on est peut-être les seuls à faire ça. Bref, je pense que vous comprenez le principe. Donc ça, c'était vraiment, je peux vous en dire plus, mais c'était vraiment ma réflexion que j'avais, au niveau de tout ça, pour pas tomber dans le psychorigide avec les principes de gestion du temps que je vais vous partager. Néanmoins, moi, je pense que la gestion du temps, c'est vraiment relié à la notion de concentration et la concentration, qui est l'inverse de la distraction, ça va aller regarder la gestion de notre temps et la gestion de notre attention. Voilà et quelle intention on va mettre sur, la gestion de notre attention? Alors, quand on va vraiment y mettre une intention plutôt qu'aller avec notre programme par défaut, c'est ça, tu vois, qui m'anime. Moi, c'est ça qui vient me parler et c'est ça qui m'a donné envie de réfléchir à la gestion du temps. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens vraiment brillants qui ont déjà réfléchi et donc dans cet épisode de podcast, aujourd'hui, je vais essayer de vous partager un petit peu, ma recherche et ce que j'ai appris d'eux au fil du temps. Donc, je vous propose de venir avec moi. Je vous emmène voir un peu ce que j'ai découvert sur la question de gérer son temps. Ça a commencé pour moi avec l'entrepreneuriat, donc le développement personnel. Ça a continué avec le fait d'être maintenant père de 2 enfants. Donc, mon épouse Alexandra et moi, on a 2 jeunes enfants. Euh, et le fait de vouloir être présent aujourd'hui, tout en ayant une vie professionnelle et même personnelle, voilà, bien, bien engagée.
Pour l'instant, j'arrive à faire les 2. Et c'est ça que je vous invite donc à découvrir. Pour ce qui est des bénéfices qu'on peut vous peut-être retirer de ça de votre côté, bah, j'espère vous faire bénéficier de ces connaissances que moi j'ai accumulées avec le temps. Espérez peut-être que ça vous permette d'y voir un petit peu plus clair sur, tu sais, quel est le processus aujourd'hui que, bah, moi, par exemple, j'ai pour, gérer plusieurs entreprises en même temps, gérer une vie personnelle, arriver à cadrer ça dans des horaires où est-ce que je suis là le matin avec mes enfants, je suis là le soir. Hem et voilà. Donc, quand j'étais petit, moi, mon père me disait que ceux qui sont premiers de classe à l'école, ceux qui réussissent des programmes très encadrés comme, médecine, heu ou autres, c'est pas nécessairement ceux qui ont pas le temps de s'amuser, c'est ceux qui savent le mieux s'organiser. Et moi, ça m'avait marqué. Je sais pas si c'est toujours vrai, mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose de sous-estimé dans l'impact que ça peut avoir, à elle seule, la variable mieux s'organiser. Je pense que mieux s'organiser, en fait, ça peut faire toute la différence. Donc j'aimerais vous partager un petit peu ce que moi j'ai appris, encore une fois, sur planifier sa vie à l'échelle d'une semaine. Mais avant ça, je voudrais vous faire part de quelques principes, des principes de base, là, vraiment, que j'ai pu apprendre dans mes différentes lectures, chez mes mentors, dans ma propre pratique, par rapport à la gestion du temps. Et je pense qu'il y a quelques notions de mission personnelle, la notion de soustraire, apprendre à dire non. La notion d'ajouter, mais vraiment les gros morceaux qui comptent. Peu de choses, mais en profondeur. Puis après, la notion d'équilibre ou de déséquilibre et la préparation. Donc je pense que quand on se prépare, quand on planifie son équilibre, en quelque sorte, enfin son rééquilibrage, parce qu'on va toujours se déséquilibrer d'un côté ou de l'autre, qu'on sait dire non, qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, je pense que si on a ça, ça te permet de gérer ton temps. Ça te permet en tout cas d'avoir un point de départ pour dire: «OK, qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que j'essaie de faire?» Tu sais, c'est quoi mon choix finalement, par rapport à ce que je veux faire de mon temps? Donc pour chacune de ces notions, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une source, un auteur, un exemple que vous pouvez découvrir, à travers, mes explications. Par exemple, la notion de mission. Donc pour moi, la notion de mission, ça me renvoie tout de suite à Stephen Covey, si ça vous dit quelque chose, l'auteur des, hem, 7 principes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Le nom me sonne un petit peu bizarre en français parce que je l'ai toujours lu en anglais, cette bible-là, ce livre. Finalement, c'était un monsieur qui était consultant en management, qui a consulté auprès même de présidentes, des présidents de diplomates, et autres, très dans l'écoute, très dans la médiation, vraiment une belle sagesse de la part de Stephen Covey, qui est décédé, je pense, à la fin des années 90 ou début des années 2000 et qui nous a laissé un livre, de développement personnel, avec des principes, voilà, fondamentaux, vraiment durables. Qui s'appelle, le donc Seven Habits, les 7 habitudes de ceux qui réussissent, qu'ils entreprennent. Et dedans, en fait, il parle de la notion de mission personnelle. Il parle du fait de s'écrire sa propre, mission, personnelle, professionnelle, po déjà pour nous inviter à y réfléchir, première étape, parce que voilà, et aussi pour essayer de guider un petit peu nos actions. C'est comme un peu un filtre, pour prendre ses décisions. Là, par exemple, je suis dans mon studio, j'ai ma mission professionnelle pour une practice accrochée au mur. Je vous la lis là, juste pour vous donner un exemple. Donc, mission de François-Julien Dufaux professionnel, in practice, permettre aux individus et aux personnes influentes de se voir différemment, de voir leur réussite différemment, de voir la communauté différemment, en combattant l'immédiateté, la hustle culture, pour promouvoir aussi l'équité des genres, l'inclusion et le fait de ralentir afin que la société soit davantage menée par des valeurs comme l'empathie, l'écoute et des vies bien vécues. Des vies bien vécues, parce qu'on est bien, quoi. On aime nos vies, ma mission professionnelle pour In Practice. Donc un exemple pour la gestion du temps. Avant de vous parler d'horaire, là, faut parler de ce qu'on essaie d'accomplir. Et pour moi, c'est ça. Dans In Practice, j'ai une autre mission dans notre entreprise Mama Flow, qui se rattache quand même à celle-ci. Un studio de yoga périnatal et public adulte, pour les enfants aussi, qu'on est en train d'ouvrir avec ma femme. Euh, mais bref, peu importe votre mission, c'est un bel exercice d'aller l'écrire, de prendre le temps vraiment d'aller faire ça. Parce que ça revient au principe de
pourquoi tu le fais en fait? C'est quoi? Je comprends ce que tu fais, tu gères ton temps, tu optimises, mais ça, c'est ce que tu fais. Hem, Pourquoi tu aurais besoin d'optimiser ton temps finalement? Puis dans mes réflexions que j'avais par rapport à la petite intro que j'ai fait où je vous faisais part de ce que j'avais comme, défi, la mèche courte, finalement, le fait d'être irritable, parce que j'avais un trop plein, parce que quand ma femme utilisait son téléphone, ça pouvait m'irriter. Hem, je pense qu'on a aussi comme mission de se garder heureux. Ça, c'est important. Si on a la chance de vivre à un endroit où est-ce qu'on on a la possibilité d'aspirer au bonheur, de se garder heureux, bah, ça, c'est aussi une partie de notre mission qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Donc bref, voilà, la notion de mission. Donc la notion de mission, je vous dirais que s'il y avait un survol à faire des principes dans le livre justement de Stephen Covey, que j'ai trouvé vraiment intéressant pour faire le pont après vers le principe de qu'est-ce qu'on peut euh, ajouter, ben, ajouter dans sa vie, ajouter dans son quotidien, les gros blocs que notre mission nous a permis d'identifier, bah, généralement, ça va être en fait les points du quotidien qui vont nous permettre d'accomplir notre mission. L'autre jour, j'étais avec Eric Léger, courtier en immobilier dans les Laurentides. Il a une grande équipe, ça fait plus de 40 ans qu'il fait ça. Et lui, sa mission, c'était d'aider le plus de gens possible à acheter la maison de leur rêve ou à vendre leur maison. C'est ça qu'il fait. Et il n'a pas perdu ça de vue. Et il l'a bien fait jusqu'à aujourd'hui. Et donc, concrètement, une fois qu'il a dit ça, bah, c'est OK, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu fais quoi dans la journée? Bah, je m'arrange pour que mon équipe contacte des acheteurs hem, des vendeurs, en fait, les mettre en relation. Donc, après, ça vient organiser toutes les priorités en fonction de ça pour sa mission professionnelle. Et c'est là que ça tombe, en fait, dans la pratique, de préparation de la semaine qui est super intéressante, qui découle de Stephen Covey, de son livre et de sa pratique et que moi j'ai implémenté dans ma vie pendant longtemps. J'ai vraiment fait ça pendant très longtemps. C'est, en fait, c'est le vendredi ou le samedi, le dimanche. Tu prépares ta semaine suivante. Et là, tu as déjà fait une introspection dans ta mission pour te dire: «Voilà les rôles que j'ai moi dans la vie». Heu, Par exemple, je suis père, je suis un mari, je suis un fils, un petit-fils, un ami. Fait que tu sais, ça, c'est la sphère famille, amis. Ça, c'est un rôle. Qu'est-ce que j'ai dans ma mission relié à ce rôle-là? Long terme. Qu'est-ce que j'essaie de mener comme vie par rapport à ces rôles et pourquoi c'est important pour moi? Même chose pour professionnel, c'est quoi mes casquettes professionnelles? Moi, par exemple, j'avais, conseiller, financier, j'avais développement des affaires qui était un autre rôle en tant que propriétaire d'entreprise, d'une firme de conseil. J'avais leader d'équipe, donc leader d'équipe, à partir de là, il y allait avoir des blocs dans ma semaine et puis la récupération aussi, ça c'est la septième habitude dont parle en fait, Stephen Covey, c'est «sharpen the saw», comme il dit, «aiguise la hache», donc l'idée que si tu prends le temps de te reposer, prendre soin de la machine qui produit, bah, ce temps investi va faire que dans ton temps de production finalement ou dans ton temps où tu fais des choses, bah, tu vas être plus fluide, donc ta hache va être plus aiguisée, plus coupante, même si j'aime pas trop la métaphore de d'abattre la forêt. Donc ça aussi, c'est une priorité sur le plan physique, mental, émotionnel, social. Comment je vais créer ces moments où est-ce que je vais aussi avoir à me clairer un peu créer un peu de clarté mentale, par exemple, dans cette habitude. Donc là, tu as ta semaine, tu as ta feuille blanche. Puis tu écris vraiment sur ta feuille blanche, OK, là, une page. Famille, amis. Amis, cette semaine. Ensuite, par exemple, développement d'affaires, cette semaine. Ensuite, ta, ta, ta. Et deux trois objectifs pour chaque. Faut pas en mettre trop. Et après, des sous-tâches, des espèces de livrables. Et après, tu fais le lien entre ça et ton planning. Ça peut prendre une demi-heure, ça peut prendre une heure. Tu sais, ça peut être plus long si tu es plus inspiré cette semaine-là. Moi, j'avais des semaines où j'étais plus inspiré parfois, où je prenais plus de temps à planifier. J'avais des fois où ça devenait un peu anxiogène aussi, c'était trop de planification. J'avais besoin d'apprendre à le mettre le vendredi ou de le mettre le samedi, le dimanche ou de jamais déconnecter. Mais en tout cas, super efficace niveau clarté parce que tu pars de ta mission et tu mets tes choses dans l'agenda. Et donc, de là, ça permet de se dire: «OK, qu'est-ce que» là, ça revient aux questions: «Qu'est-ce que je peux faire niveau famille et amis cette semaine qui aurait vraiment un impact?» C'est quoi les deux trois trucs?
Hem, Niveau famille, par exemple, je me dis, si c'est des semaines où ça a été très vite, où vous avez été super occupés, où vous avez été, voilà, s'il y a une vie de famille, moindrement de couple ou autre, c'est peut-être cette semaine: «Ah, je vais préparer à manger. Tu sais quoi? Je vais me donner le temps d'aller faire des courses, de penser à ce qu'on va manger, de le préparer ou peu importe, mais juste de se dire: "Ah, ça, si je fais ça, je sais que je pourrais pas tout faire cette semaine, mais déjà ça, ça va nous aider à ralentir"». Côté, développement personnel aussi, moi je le mettais tout le temps sur chaque semaine. Donc ça, c'est un peu l'individu, c'est prendre soin de soi. C'est comme, cette semaine, qu'est-ce que je vais faire pour moi? Qu'est-ce que je vais m'autoriser à faire pour moi? Tu sais, à un moment donné, où est-ce que j'investis dans ma qualité de vie? Où est-ce que je vais soit me faire plaisir, soit prendre du temps, aller à un cours de yoga, par exemple. Je suis allé à un cours de yoga hier soir, on était lundi soir, bah, ça m'a fait du bien. C'était dans la catégorie développement, personnel ou individuel, quoi. Bref, donc vous comprenez le principe. Avec moi, je vous invite vraiment, si vous l'avez pas lu, à lire ce livre, les Seven Habits de Stephen Covey. C'est super, c'est vraiment un très, très bon livre, parce que c'est basé sur des principes fondamentaux. En fait, il a étudié plus de 100 ans de littérature sur le développement personnel et tout ce qu'on peut retrouver, notamment aux États-Unis, et il a distillé des principes, puis il a mis ça avec sa propre expérience. Il a fait une espèce de synthèse académique, mais hyper accessible. Donc voilà, on retrouve toujours les mêmes principes. Lui, il les a agrégés et puis il a enlevé le superflu et il a gardé l'essentiel. Donc la mission, ça, c'est super important. Il y a une autre ressource dont j'aimerais vous parler, c'est le livre qui s'appelle The One Thing de Gary Keller. The One Thing. Donc ça, c'est un livre déjà qui est super beau. Il est super bien illustré, il est facile à lire. Je l'ai avec moi pour la version filmée du podcast. Là, je pourrais vous le montrer si on est en train de regarder la vidéo sur YouTube. Donc c'est ce livre-là. Moi, j'ai pas la couverture avec moi. Là, j'ai juste enlevé l'espèce de couverture qui va par-dessus le livre. Il y a plein de notes, mais c'est très beau. C'est illustré, c'est bien. Il y a une belle nomenclature. Mais bref, lui, il parle en fait d'avoir des one day goals, donc des buts pour un jour dans ta vie. Un jour dans ma vie, je veux donner des conférences. Un jour dans ma vie, je veux ouvrir des centres communautaires qui aident les femmes de mon quartier victimes de violences conjugales. Je sais pas moi, un jour dans mon quartier, je veux faire ci ou ça. Un jour, je veux avoir une fondation. Un jour, je veux publier un livre. Bref, peu importe ce que vous voulez faire un jour. Un jour, ça, c'est loin, c'est là où il faudrait rêver gros. Après, tu as ton dans 5 ans, je vise 2. Après, dans 1 an, je vise 2. Et en fait, c'est d'aligner tous ces buts pour qu'ils soient en séquence les uns avec les autres. Et tout ça se ramène finalement à OK, ben aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire finalement pour pouvoir m'aligner avec ça? C'est quoi les actions que je peux faire dans ma semaine, dans ma journée, les actions récurrentes finalement que je peux faire qui vont m'amener vers ça. Et donc The One Thing, c'est un super bon livre parce que ça permet de se poser la question de: quelle est la chose, si je devais en garder juste une, que je peux faire dans mon rôle de développement des affaires cette semaine pour faire la différence? Et quelle est la chose que je peux faire dans mon rôle familial pour vraiment faire la différence? C'est tout, juste une action à gros levier. Donc ça, c'est pas mal. Et pour moi, pendant longtemps, c'était vraiment juste de faire les bases, en fait. La partie, un peu basique, notamment développement des affaires, c'était, bah, fais juste les faire tes 400 appels là de cette semaine, fais juste les faire tes 100 suivis, fais juste la faire l'heure de développement professionnel où tu vas réviser tes stratégies de gestion de patrimoine. Hem, Fais juste faire les disciplines, de l'ombre, en fait. Voilà. Donc il y avait beaucoup de ça aussi. J'aime bien boucler la boucle aussi à la fin de la semaine, donc c'est pas mal d'être capable, et ça évolue avec le temps, hein. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis, mon temps, que je fais sur différentes tâches, différents projets, donc ma planification de la semaine concrètement, voilà, j'ai mes rôles. Maintenant, j'ai évolué un petit peu plus par projet, donc en ce moment, par exemple, j'ai 3 grands axes, qui il y a 3 grandes, voire 4 grandes couleurs dans mon agenda. Hem Je vous fais ça simple, mais par exemple, mon entreprise de conseil financier dont je suis en train de transitionner, qui est quand même mon occupation professionnelle principale, dont ce podcast est dissocié. Donc, je tiens à rappeler que ce podcast n'est pas des communications que j'ai à titre de conseil dans le cadre de ma pratique de conseil financier rattachée à Patrimoine Manuvie.
Cependant, ensuite, on va aller toucher à ces projets, tout ce qu'on peut retrouver par rapport à Mamaflow, les studios de yoga, le réseau qu'on est en train de développer, avec vraiment une mission sociale forte qui m'importe beaucoup. C'est un projet d'entreprise familiale, donc ça, c'est le code couleur jaune dans mon agenda, si on veut. Après, il y a la sphère personnelle parce qu'effectivement, oui, tout ce qui va être, par exemple, moi, mes blocs le matin, de quand je me lève à peu près, 9 heures, je suis dans le cycle de lever les enfants, amener les enfants à la garderie, et cetera. Avant ça, on va trouver un petit moment, à moi pour lire ou noter quelques petites choses ou me reposer s'il y a de la fatigue, avant de les lever vers 7 heures. Puis après ça, on va peut-être retrouver aussi du sport pour les amener, en courant, à la garderie avant de débuter à mon bureau à 9 heures. Hem, mais donc ça va être le personnel. Donc ça va être le code couleur vert, mettons, dans mon horaire. Et puis après, on va tomber sur les projets comme podcast, la chaîne YouTube, et cetera, avec la mission un petit peu que je vous ai expliqué tout à l'heure pour In Practice, en pratique. Hem et voilà, c'est un peu ça. Donc dans chacune de ces sphères, il y a des objectifs, il y a un rôle à jouer dans la mission. Et pour être capable de dédier des longues plages de concentration à chacune, en fonction du temps que j'alloue à chacune et des objectifs que j'ai dans chacune, qui supportent un peu ma raison d'être dans toutes les sphères que je porte en ce moment dans ma vie, il faut dire non à beaucoup de choses. Donc ça m'amène au deuxième point. Donc non à beaucoup de choses, on va revenir au point du téléphone, le fameux téléphone. Pourquoi je vous parlais tout à l'heure de mon irritabilité que je peux avoir par rapport au téléphone, qui est pas une vertu, hein, qui est pas quelque chose dont je suis fier. Je dis pas qu'il faut, quand on a la mèche courte, généralement, c'est qu'on est en train d'enfreindre un peu notre mission de prendre soin de nous, qu'on n'est pas très bien et qu'on a besoin, en fait, de prendre du temps pour nous, pour être bien. Hem, mais donc il va falloir dire non à des choses pour donner des meilleurs oui aux choses qui comptent. Et je parlais l'autre jour avec, Nicolas Varion, c'est lui, en fait, qui monte ce podcast. Il fait plein d'autres choses. En fait, c'est un reporter, un documentaliste d'impact. Il fait des documentaires vidéo et de la photo. Il se spécialise dans tout ce qui a un impact social positif. Et, et on discutait de gestion du temps. Et en fait, moi, je mentionnais que, hem, voilà, on se disait: «Bah, tiens, j'ai vu dans ton workflow que souvent tu es sur messagerie». Donc, oui, effectivement, arrive un moment où, en fait, on peut pas, prendre tous les appels téléphoniques et tous les emails et toutes les choses qui viennent à nous. On se fait aspirer sinon. C'est pour ça que généralement, la direction d'entreprise, les chefs d'entreprise, les gens qui dirigent les entreprises, les hommes et les femmes, qui ont beaucoup de responsabilités, ils vont avoir des filtres avant d'arriver à eux et à leur temps, parce que leur temps doit être contingenté pour aller remplir certaines missions qui nécessitent beaucoup de concentration. Il y a pas besoin d'être, dirigeant d'entreprise pour, avoir besoin de se concentrer dans ce qu'on fait. Tu peux avoir un ébéniste, qui veut faire du bon travail, je vous garantis qu'il va pas passer sa journée sur ses textos, ou à gérer ses commandes. Ça va être probablement plutôt difficile de le rejoindre, mais par contre, quand l'artiste sort du studio ou que le meuble, sort, de l'atelier, voilà, le bois et lui, ils se sont parlé, quoi. Il y a eu quelque chose. Et donc, c'est d'être capable de dire: ben je vais devenir de plus en plus à l'aise avec le fait que je vais me distancer de mon outil de communication, tu sais, qui est le téléphone, ou bien je vais avoir des meilleurs systèmes pour le compartimenter. Et donc évidemment, oui, un 80-20, si on est en affaires, par exemple, à aller se concentrer sur le bon type de client, dire des non à certains clients pour dire des meilleurs oui. Je parlais avec une prof de yoga l'autre jour qui disait: «Ah j'essaye fort de dire non avec, à des studios où est-ce qu'il y a pas un alignement au niveau des valeurs». C'est pas facile parce que des fois, tu as besoin de te faire booker des cours en tant que prof, mais d'un autre côté, je suis content après quand je me retrouve à travailler dans des studios où l'énergie est bonne et belle et cohérente avec le genre de pratique que je vais avoir. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça qui se passe, c'est un peu ça qui se passe qu'on cherche à faire. Donc être capable de dire non. Après, c'est aussi être capable de dire non à des requêtes sur notre temps, en fait. Hem, on n'a pas besoin toujours de le dire explicitement. Moi, par exemple, je cultive une habitude, voilà, je vous explique, c'est simple. Je cultive une habitude qui consiste à tout le temps que mon téléphone soit sur silencieux, sauf des numéros d'urgence, notamment ma femme. Donc si jamais je suis en train d'enregistrer un podcast, puis que là, ça se met à sonner, dites-vous que c'est probablement ma femme. C'est la seule personne qui peut faire sonner mon téléphone ou presque. Hem et pourtant, c'est important pour moi de respecter mes contacts. Ma voisine qui me court après pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec un arbre qu'on va arracher,
je vais finir par lui répondre. Je lui réponds, en fait. Puis, le client qui a une demande, je vais clairement lui répondre, parce que c'est important pour moi qu'il ait sa réponse, puisqu'il cadre dans une partie de ma mission. Ma voisine cadre dans une partie de ma mission, hem et ainsi de suite. Mais je peux pas être constamment à la demande parce que sinon j'ai plus aucun contrôle sur ma direction, sur ma mission, par contre. Donc dans mon horaire, ben, aux extrémités, puis je suis pas le seul, ça marche pour moi, peut-être que ça peut marcher pour vous, mais aux extrémités de mon horaire, c'est-à-dire, après le bloc de concentration du matin, disons à 11h30, juste un peu avant le lunch ou à la toute fin de la journée, dans la dernière heure, bah, là, je vais prendre en bloc, en fait, mes communications, disons, professionnelles ou personnelles ou peu importe. Et donc avec ces principes-là, en périphérie de mon horaire, il y a un peu les choses qui sont pas directement reliées au gros bloc de qu'est-ce qui est la chose la plus importante que je peux faire dans telle ou telle, sphère de ma vie, et je me donne un temps alloué avec un chrono et je fais ce que je peux. Métaphoriquement, voilà, tu sais, la métaphore, c'est que je vais prendre, il y aura toujours une quantité supérieure de communication à répondre et de travail à faire par rapport à ce que je peux faire. C'est la vie. C'est à un moment donné, si tu réussis bien professionnellement, que tu as une vie, active, bien qu'il y en a qui ont des vies sociales, pas plus actives que moi, mais tu peux, tu auras toujours trop par rapport à ce que tu as à faire. Fait que ça, faut l'accepter. Tu seras jamais en contrôle. Jamais, jamais, jamais. Sinon, ben, tant mieux, expliquez-moi comment on fait. Mais donc l'idée, c'est que pendant 1 heure ou pendant une demi heure ou peu importe, quand tu es rendu à l'étape où tu gères tes communications, que tu gères, bah, c'est comme si tu avais un seau d'eau et que tu écopais. Tu prends de l'eau, tu écopes, tu écopes, tu écopes. Tu vas écoper pendant le temps que tu as dédié à écoper. Et quand tu arrives à la fin de ce laps de temps, bah, c'est la fin, quoi. On recommencera à écoper, dans le prochain bloc de temps dédié. Ce que ça fait par exemple, par rapport aux emails, corpo ou par rapport à certaines communications, c'est que en fait, ça t'enlève un peu le côté urgent vu que tu te risques un petit peu à laisser des temps de latence, et en plus, je veux dire, si tu fais 2 checkpoints dans la journée sur tes communications et que tu le fais efficace, la plupart des trucs importants vont être répondus. Ça va juste te pousser à faire le tri. Si tu te fais une demi-heure, tôt le matin, puis une demi-heure, en fin de journée sur tes communications, ça fait le tri, en fait. De ce qui est important, les trucs importants sont répondus, c'est pas comme si tu étais en mode négligence, quoi. Donc c'est un pensez-y bien. Moi, ça me fait penser à pourquoi beaucoup de gens entrepreneurs aiment pas partir en vacances. Vous avez probablement des amis entrepreneurs ou vous-même, là, si vous écoutez ça, ou professionnels qui vont vous dire: «Moi, j'aime pas les vacances». Mais est-ce que tu aimes vraiment pas les vacances ou c'est juste que dans ces moments-là, tu peux pas adresser des communications et ce qui peut te sembler urgent et cetera, et tu es tellement pas à l'aise avec cette perte de contrôle comme moi ça a pu être mon cas, c'est encore parfois mon cas, que finalement c'est trop insécurisant, c'est trop angoissant. Mais là, si tu pratiques ce genre de choses, en tout cas, ça te permet de muscler cette, réalisation qu'en fait les gens, ils sont moins après toi que ce que tu penses et que tu peux te permettre dans beaucoup de cas de voilà, de te distancer, pour pouvoir te concentrer vraiment sur tes choses et prendre un peu le contrôle. Et aussi penser à c'est quoi le pire qui peut arriver, quoi. Parce que le pire qui peut arriver parfois, c'est que tu pas la chance d'accomplir ce que tu as à accomplir. Donc est-ce que ça vaut la peine peut-être de faire attendre certaines personnes? Ou de prioriser? Si tu le fais pas, la décision va se prendre pour toi, et moi souvent je me dis: «Ben, parfois c'est le prix à payer». Donc voilà, il y a vraiment des façons de le faire de façon respectueuse. En plus, ça joue sur la façon dont ton temps va être perçu par les autres, et si tu réponds trop vite, ça peut dévaluer un petit peu ton expertise. Si tu es capable de prendre le temps, ça peut donner un petit peu plus de poids. Mais bref, ça dépend sur la situation de chacun. Donc, on a parlé d'avoir une mission, on a parlé aussi, du fait, voilà, d'enlever des choses, de rajouter aussi des choses par bloc. Ça, c'est un petit peu les piliers de mon système, aujourd'hui. Le time tracking, il y a différents degrés de time tracking. Il y a des gens, par exemple, pour prendre une métaphore, quand ils vont courir, ça leur prend absolument leur montre. Ils veulent savoir, quelle est leur, fréquence cardiaque, puis c'est quoi la distance, et se garder l'historique. On a tous nos personnalités, mais vu que vu que le temps est limité, on a tous le même temps, mais qu'il y a des gens qui accomplissent plus de choses que d'autres, qui ont plus de réalisations, qui arrivent à faire plus avec ce temps,
ça en revient vraiment à quel point on est bon pour investir notre temps, en fait. Meilleur tu à investir ton temps et plus tu vas pouvoir, réaliser des choses. Voilà. Donc, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je me maintiens sur un système où je vais tout time bloquer avec une certaine flexibilité quand même. Hem Et ma planification de ma semaine, c'est un peu ma feuille de route. Donc encore une fois, vraiment, c'est le week-end, je suis comme: «OK, là, ces temps-ci, j'alloue X heures par semaine à tel projet, X heures par semaine à tel projet». Je parle toujours de 2 ou 3 projets, c'est tout là. Hem, Grands axes professionnels et maintenant, c'est quoi la meilleure façon de les allouer? C'est quoi les trucs importants qu'il faut que je fasse? Et là, je me mets à bloquer ça. Au début de la semaine, j'ai peut-être pas toute la visibilité dans ma tête pour pouvoir tout bloquer. Je sais quels sont mes gros morceaux. Puis je vais finir la semaine et je vais ne pas avoir fait certaines choses, mais je vais quand même à chaque fois que je vais planifier la semaine suivante, ça va me renvoyer à ce que j'ai planifié la semaine d'avant. Je regarde ma fiche de la semaine d'avant, je regarde peut-être ce qui a été manqué, ce que je peux apprendre, faire une petite rétroaction et vraiment, voilà, ça permet de cadrer toujours en lien avec la mission. Donc voilà pour ces principes-là. Hem, Quoi d'autre vous dire? De ce côté-là, au niveau de la gestion du temps, donc on a parlé de différentes choses. Soustraire, il y a encore des choses à dire. Moi, j'aimerais ça vous parler de Marie Kondo. Marie Kondo, c'est, une designer d'intérieur japonaise qui a un show télévisé, très populaire, qui a écrit des livres et qui parle du principe d'épurer notre espace physique et notre espace mental. En fait, elle, ce qu'elle dit, c'est que si tu regardes, par exemple, la maison d'un de ses clients et qu'ils se sentent pas forcément très zen dans leur maison, la première étape, c'est de balancer tout ce qui est superflu, donner les objets, les choses qui sont soit pas vraiment nécessaires, qui remplissent pas vraiment une fonction, qui vont juste plus qu'autre chose leur donner un sentiment d'être un peu saturé, d'avoir trop de choses dans leur vie, à gérer, à penser, et aussi de se débarrasser des choses, des objets. Puis je pense que ça peut marcher pour, aussi, ça peut être, des livres. Moi, j'avais déjà eu des livres qui m'angoissaient, des livres que je me forçais un peu à lire, mais ils m'angoissaient. Ça m'envoyait une mauvaise vibe. Ça peut être, bon, des relations parce que mais bref. Et elle dit: «En tout ce qui t'envoie pas du positif dans ton environnement, en fait, essaie de l'enlever, enlever, enlever, enlever. Pense un peu proactivement où est-ce que tu voudrais que les choses aillent». Ça, c'est par exemple, telle étagère, on va mettre plus, tel et tel genre de choses ou tel système de classement, on va faire plus, heu, dans le drive, ça va être les dossiers personnels, ça va être les dossiers pro, ça va être les impôts. Juste faire ces trucs-là une bonne fois et de voir après comment ça c'est un retour sur investissement incroyable parce que là, après, tu peux mettre l'accent sur ce qui est important. Donc dire non à certains objets, dans ce cas-là, ça permet de dire un meilleur oui à ce qui va rester. Et donc les environnements de travail épurés, moi, ça m'a vraiment aidé à y voir, plus clair sur ce qui est de l'espace, physique. Hem Et pour l'espace mental, je trouve que c'est un peu pareil, en fait. J'ai fait une capsule là-dessus, plus tôt en fait, la semaine dernière, YouTube, de 5 minutes où est-ce que je parle un petit peu de ça. J'ai pas vraiment réussi à traiter le sujet en profondeur, mais je pense que j'ai touché un petit peu les points clés. Hem et c'est d'être capable, en fait, de réduire le nombre de choses auxquelles on prête notre attention. Qui pour ma part, que ça soit les nouvelles ou que ça soit voilà, les nouvelles, les news, que ça soit, les différents projets, les différentes sollicitations. J'essaie vraiment d'être conscient de où va mon intention. Ça m'a beaucoup aidé à à développer, par exemple, mon entreprise, relativement rapidement à des stades, intéressants pour tout le côté entrepreneurial où est-ce que j'ai eu une courbe un peu accélérée, de ce côté-là. Donc, voilà pour ça. Donc Marie Kondo, moi je vous invite à regarder, juste ses principes, peut-être juste un article ou autre, mais s'il y a quelque chose à retenir, si vraiment j'aimerais vous amener vers les habitudes de planification de semaine qu'il y a dans le livre de Stephen Covey, Les 7 habitudes de ceux qui réussissent, qui entreprennent et The One Thing. Si vous pouvez faire une chose à suite à avoir écouté ce podcast qui va vous aider, je pense que peut-être c'est ça. Peut-être que vous allez vous contenter de ce que je vous explique. Peut-être que ça vous intéresse encore une fois là, de comprendre comment, avec le même temps que tout le monde,
vous pouvez arriver à développer davantage votre vie, professionnelle et personnelle et accomplir votre mission d'être heureux. Parce qu'encore une fois, je crois que la variable bien s'organiser, elle est pas mal plus importante que ce qu'on pense, en fait. Le meilleur exemple de ça, c'est que, bon, moi, quand j'ai commencé en finance, par exemple, j'étais pas le seul à être efficace, hein, dans ce domaine-là, pour aller chercher des clients notamment, qui était l'enjeu principal au début quand il fallait gérer le patrimoine de gens. En fait, au début, bah, il faut que tu aies des clients, pour commencer, quand tu es dans les réseaux indépendants de conseils de courtage, de planification et hem et vous connaissez peut-être le film, À la poursuite du bonheur, Pursuit of Happiness, où est-ce que en fait, on est à New York, il y a un homme finalement qui avait tout misé sur, acheter des scanners comme représentant pharmaceutique pour les vendre et là finalement il y a un gros changement dans le marché et ça marche plus. En fait, il y a plus personne qui veut acheter ces scanners. Les médecins dans les hôpitaux, les acheteurs, dans les hôpitaux, ils veulent plus rien savoir de ça. C'est pas de sa faute, il est bon, il veut, mais ça marche pas. Et donc, voilà, il est au seuil de la précarité, classe très très moyenne à ce moment-là, c'est joué par Will Smith et puis là, son enfant va à la garderie, il est en train de se séparer, sa partenaire de vie est en train de le lâcher, il y a de la tension dans leur couple à cause de leur situation et là, il se retrouve à avoir un stage chez Merrill Lynch, qui est une banque, pour aller finalement, devenir, stockbroker, donc finalement l'ancêtre un peu de la profession que moi j'ai exercée pendant les 7-8 dernières années et il est au téléphone, sauf qu'il est contre des gens morts de faim et il y aura seulement une ou 2 personnes qui vont être prises et il doit, finalement voilà, faire des appels et appeler dans des compagnies et au début, il parle à la réceptionniste et après il parle au manager et après il parle au directeur et après il parle à la CEO, au dirigeant et cetera donc pour finalement, vendre des plans de fonds de pension et ce qui fait la différence entre lui et les autres, c'est que ce gars-là, c'est une question de vie ou de mort pour lui. C'est une question de subsistance, en fait. Donc entre 9 et 5 ou 8 et 5 parce qu'il a pas le choix, il faut qu'il emmène son enfant à la garderie, il faut qu'il aille le chercher, il travaillerait la nuit s'il fallait, mais et il étudie d'ailleurs, tard le soir pendant que son enfant dort et tout, mais il a moins de temps que les autres pour bûcher. Mais résultat, qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est un magicien, en fait, ce monsieur-là. Parce que dans 1 heure, pour une personne normale, où est-ce que tu y vas tranquille, tu prends ton café, tu parles avec un collègue et tout, tu mais lui, il y a 3 heures dans son heure et ça, personne s'en rend compte. Sa journée de 9 à 5, c'est pas une journée de 8 heures, c'est une journée de 24 heures, en fait, pour lui. Parce que il est 3 fois plus efficace dans la même, durée parce qu'il est très intentionnel avec son temps. Alors, je vous conseille pas pendant 6 heures, 8 heures de suite d'être non-stop concentré sans aller boire de l'eau comme, c'est le cas du personnage de du de dans le film ou sans aller aux toilettes ou sans vous reposer parce que là, vous allez avoir des problèmes cardiaques. Là, c'est pas une très bonne idée. Les gens qui travaillent 55 heures et plus par semaine ont 33 de chances de plus apparemment d'avoir un accident, cardiovasculaire selon certaines statistiques sur le stress donc à un moment donné, faut mais n'empêche que bien s'organiser, comme c'est le cas ici du personnage dans Pursuit of Happiness dans le film, qui finalement réussit à décrocher son stage, son opportunité d'emploi et puis il se met à gagner très bien sa vie et à régler ses problèmes, à arriver dans une phase de vie où est-ce qu'il a une certaine quiétude plutôt que la précarité dans laquelle il était avant. Bah, c'est la preuve que à un moment donné, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de notre temps et comment on l'optimise. Donc voilà, moi ce qui m'a permis d'avoir un parcours, dans le domaine du développement d'une clientèle basée sur un service rendu que je voulais de qualité là. Je voulais pas, juste aller chercher des clients, je voulais, être à la hauteur de leurs attentes comme dirait, Lincoln en fait, dans son livre ou dans ses écrits, il disait: «Moi mon plus grand espoir c'est d'être estimé par mes fellow men», donc par les autres gens autour de moi mais de me rendre, digne de leur estime. Et donc, c'était de dire: «Bah, oui, je veux à un moment donné être reconnu, mais je veux me rendre digne de cette estime-là» et ça, c'est mon plus grand souhait. Et donc moi, c'était un peu mon souhait quand j'allais,
développer, une clientèle à qui j'allais répondre à un besoin, comme tel, répondre offrir un service. C'était de m'engager personnellement dans ma mission personnelle pour eux, pour leur famille, pour leurs intérêts. Mais donc j'étais prêt à me dépasser pour aider plus de gens. Alors ça s'appelle croire en soi, donc la confiance en soi se bâtit à ce moment-là. Tu es dans un sens de mission qui te permet à un moment donné de traverser les marcher sur les braises comme je dis parfois. C'est un peu comme quand dans un couple tu te dis: «Moi ma mission c'est coûte que coûte on soit là l'un pour l'autre» et ben, on appelle ça «burn the bridge», j'ai brûlé le pont, j'arrive sur la plage, on débarque, voilà, contre le camp «adverse» entre guillemets, et j'ai brûlé le pont quoi. La fameuse histoire, dans la mythologie grecque ou qui je sais plus trop d'où vient cette histoire, mais où on a brûlé le bateau. C'est voilà, on débarque sur la plage, on est en infériorité numérique, il y a une plus grosse armée de vent, mais moi j'ai brûlé les ponts donc c'est soit ça marche, soit je vais périr en essayant de faire que ça marche, quoi. Donc voilà, sans tomber dans quelque chose de trop, enfin voilà, on n'est pas dans un langage d'opposition ou dans quelque chose où c'est la guerre, où on est contre quelqu'un d'autre, mais c'est un peu cette idée que quand ta mission elle est ferme, ben, ça donne racine à ta conviction finalement et ça te permet d'avancer et de pas nécessairement accepter, heu, le l'obstacle comme une finalité, mais vraiment plus d'aller un petit peu plus loin, d'aller peut-être questionner un peu plus la situation. «Ah ouais tiens, là il y a un obstacle, mais qu'est-ce que je peux faire peut-être pour, heu, pour déjouer cet obstacle? Pour renvoyer, quelque chose de plus créatif dans l'équation peut-être pour être capable, d'aller voir si je peux pas aller, trouver une solution à ce problème que je rencontre ou à cette crise que j'ai. Parce que j'ai une mission finalement, j'ai quelque chose qui m'anime, qui est légitime, qui est bon en fait pour moi, qui pour les autres. Donc la gestion du temps, voilà, ça c'est quelque chose, c'est des principes qui peuvent être, peut-être intéressants. Hem, le risque au niveau de la gestion du temps, c'est aussi d'en faire trop. Donc personnellement, je me rappelle même que en 2019, je crois, l'année qui a précédé la pandémie, je venais de finir une année 2018 très occupée. C'était ma première année complète comme, conseiller en placement. J'avais, atteint des objectifs, en fait, c'est drôle parce que la dernière journée, je pense que c'était le 16 décembre, la dernière journée ouvrable ou presque de l'année où on pouvait encore rencontrer des clients avant les vacances de Noël. J'avais un objectif de développement de nouveaux clients. Je voulais aller chercher 20 millions d'actifs sous gestion cette année-là et cette dernière journée ouvrable de l'année, avec mon conseiller senior à l'époque, on a, décroché le dernier deal qui était juste exactement le la bonne fraction qu'il fallait pour atteindre, le 20 millions. Donc j'ai fini sur la dernière journée ouvrable ou presque. En tout cas, c'est le dernier, «deal» entre guillemets du pipeline où j'étais rendu au stade où potentiellement c'était un oui ou un non de l'année. Ça m'a fait passer exactement sur l'objectif que je m'étais mis qui était, un objectif stretch comme on dit. Pas un objectif que quand tu le mets, tu es serein là. C'est un objectif où tu te dis: «Ouh là, je je vois pas encore comment je vais y arriver, mais je vais le tenter» et finalement je l'ai eu le dernier moment. Mais mon point, c'est de dire des fois on s'en met trop. Voilà, cette année-là, première année complète, j'atteins mes objectifs, hem, puis je finis par je travaillais tellement fort, j'avais des douleurs entre les côtes. On appelle ça des douleurs intercostales où tu as l'impression que c'est ton cœur, mais c'est souvent des douleurs projetées du psychologique où en fait tu crois que c'est ton cœur. Tellement je travaillais d'heures, et en fait, c'est juste le stress, la respiration qui fait qu'on peut avoir des douleurs entre les côtes à force de trop travailler. Il y a beaucoup de gens qui vont pas t'en parler, mais qui vivent ça finalement. Je pense que c'est important d'en parler et suite à ça, j'ai décidé de prendre tous mes jeudis soirs avec ma femme en fait, pour vraiment relaxer. On a vraiment, décroché. En fait, je pense que c'était plutôt 2019 pour 2020, mais bref. Hem, l'histoire dont je vous parlais était quand même la première année. Je crois que c'est l'année suivante où est-ce que je me suis vraiment, aussi j'ai bûché beaucoup, puis ça a commencé à se faire sentir et donc j'ai décidé de ralentir. Bref, donc le truc, c'est que on peut toujours avoir des bonnes stratégies pour en faire plus avec notre temps, mais comme disait Steve Jobs, hem, des fois, c'est le fait de le la simplicité est plus complexe plus compliquée à atteindre que la complexité. Si tu arrives à faire moins de choses, mais à les creuser plus,
ou qu'elles aient plus d'impact, que ça soit pour ton bien-être, pour tes différents rôles, de bien-être ou personnel, professionnel, tes missions, plus finalement tu peux avancer. Hem, Faire des activités qui ont un impact long terme versus juste immédiat, ça finit par faire son chemin. Donc voilà, ça illustre un petit peu qu'on peut se brûler, je me rappelle moi des sessions d'appel où plusieurs, même aussi simple que 100 appels par jour, des choses comme ça, hein, mais c'était pas non plus, à tout casser. C'est sûr que j'avais des rencontres à faire et des préparations de dossiers et cetera, mais juste ça, certains jours où tu es fatigué, où tu te l'imposes quand même, je me rappelle, il y a des moments où j'étais, quasiment en train de vaciller, des vendredis après-midi où j'étais comme: «Ah, tu tout seul, tu es en train de t'autodiscipliner juste d'atteindre 15 h 16 h». Je savais que les autres, ils renonçaient vers, 14 h parfois le vendredi à faire leur discipline de développement de clientèle et cetera. Moi, je passais 15 h 16 h 16 h 30, vraiment j'allais chercher tout le jus, j'allais me défier, ou des fois même pas complètement, mais je me dépassais, en tout cas je donnais mon 100 je pense. Et des fois d'avoir frappé les seuils de fatigue, importants, donc il y a aussi une sagesse et un avantage compétitif, puis ce sera peut-être mon mot de fermeture. Ou si c'est pas un avantage compétitif, en tout cas, une façon de sortir de peut-être du lot en affaires, hem, à savoir se reposer, en fait. Parce que tout le monde aura peut-être pas aiguisé la hache, justement, aura pas peut-être pas pris le temps de reposer la poule aux œufs d'or ou peu importe la personne qui est toi, tu sais, qui fait tout ce qu'il y a à faire. Et donc, des fois, c'est quand même de reculer pour mieux avancer, de savoir, s'écouter, se faire du bien. Donc voilà. Pour finir un petit peu cette conversation, moi, je vous invite à lire les livres de One Thing. Je vous invite à découvrir Stephen Covey si vous ne le connaissez pas encore. Peut-être à penser planification de semaine. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance et la chance, c'est ça, de me faire parfois demander: «Mais comment tu fais pour faire, tu sais, avoir ta vie de famille?» Puis, tu sais, j'ai 29 ans, on a 2 enfants, on a une maison qui est en rénovation, majeure, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des pelles de chantier partout à l'extérieur, on vit au Canada, on a la famille en France, entre autres, on veut être avec nos enfants, on a des projets d'entreprise, on a ci, on a ça, et donc on est comme tous les autres qui ont des vies assez occupées. Mais je pense qu'on arrive dans le déséquilibre à garder un certain équilibre, et je crois qu'on doit ça à avoir un petit peu, gagné dans ces principes-là pour être, peut-être mieux organisé. C'est pas parfait, mais sans eux, je pourrais pas porter la moitié de ce que je porte aujourd'hui, hem et grâce à eux, et aussi les connaissances que j'ai pu, voir, et auxquelles j'ai pu m'intéresser sur les systèmes, sur comment faire tourner une entreprise par ces systèmes, sans être nécessairement le dernier recours de l'entreprise. En fait, si tu as une entreprise, il y a la position de propriétaire d'entreprise, en fait, qui peut te permettre de ne pas nécessairement être dans les opérations. Et une fois qu'on comprend ça, on peut tranquillement défaire un peu le lien. Alors, c'est pour un public niché, là, ce que je dis, mais entre échanger son temps, se mettre plus de pression, travailler plus fort, et finalement travailler plus intelligemment, et tout simplement faire opérer des systèmes. Alors voilà, il y a des gens qui gèrent des portefeuilles de 17, 18 compagnies, qui ont beaucoup d'entreprises, à eux, et qui, à midi, ont fini de passer à travers les briefs avec les différentes personnes qui se rapportent à eux, ou les leaders qui vont coacher, qui, eux, gèrent leurs entreprises, et ça finit, quoi. Et le reste du temps, ils font d'autres choses. Ça, c'est une croyance où est-ce que tu te dis: «Ah, est-ce qu'il faut tout le temps que j'en fasse plus?» Mais pas toujours. Des fois, il y a d'autres passerelles. Bon, fait que ça me fait bien plaisir d'avoir pu passer ce moment-là avec vous. J'espère qu'il y a de la valeur dans cette conversation, pour vous. Pour moi, en tout cas, ça me fera un rappel de certaines choses qui sont, intéressantes, que je pourrais, réécouter, réaccéder dans le futur. J'aime bien ces temps-ci, depuis que j'ai lancé le podcast, partir, un épisode dans la voiture ou quoi, et réécouter la conversation, avec l'invité. Là, c'est le premier épisode, voilà, solo, que je fais. Parce que je pense que c'est un thème qui me tient tellement à cœur que je suis capable j'espère, de nous captiver pendant 50 minutes. Mais ouais, c'est des rappels, voilà. Donc merci beaucoup. Merci pour votre temps. Je vous conseille
ou plutôt je vous souhaite de pouvoir trouver votre rythme, votre pratique là-dedans. Et je vous dis à bientôt pour la suite.